Salut à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle affaire criminelle. Mais avant ça, je tiens à vous souhaiter une très belle année 2023. J'espère que l'on va passer une majeure partie de cette année ensemble. De mon côté, je commence l'année avec un bon gros rhume, comme vous pouvez certainement l'entendre, donc je m'excuse d'avance pour la voix de canard. J'ai profité de mes quelques jours d'absence pour me reposer, mais aussi pour commencer à travailler un petit peu les prochaines affaires dont je vais vous parler. Et tenez-vous bien parce que l'année 2023 sur ma chaîne va démarrer en grande pompe. Avant que l'on entre dans notre première affaire de l'année, je tiens à faire une petite parenthèse pour vous parler de notre sponsor qui n'est autre que HelloFresh. HelloFresh est votre meilleur ami dans la création de plats faciles et savoureux. Sur le site d'HelloFresh, vous choisissez directement vos recettes préférées et les ingrédients frais nécessaires à la réalisation de ces dernières vous sont ensuite livrés directement à votre porte, accompagnés de recettes simples à réaliser et faciles à suivre. Ce que j'aime le plus avec HelloFresh personnellement se trouve être la variété de recettes qu'ils vous proposent. Car chaque semaine, vous avez plus de 35 nouvelles recettes qui vous sont offertes, vous permettant donc de ne jamais vous répéter. Je suis quelqu'un qui a une grande imagination, mais alors en ce qui concerne la cuisine par contre, je n'en ai absolument aucune, au point que je suis capable de manger 8 jours d'affilée la même chose. C'est donc la partie de HelloFresh que j'aime vraiment le plus car ça me permet de découvrir de nouvelles saveurs et de nouveaux ingrédients que je n'aurais peut-être même jamais pensé à essayer de moi-même. Et HelloFresh vous permet en plus de cela de gagner du temps derrière les fourneaux et en vous évitant d'avoir à vous rendre à l'épicerie. Il est aussi extrêmement facile de planifier vos repas en avance. Vous pouvez prévoir vos repas jusqu'à 1 mois d'avance et modifier à votre convenance aussi bien l'adresse que le jour de la livraison si jamais vous n'êtes pas à la maison le jour où la livraison est prévue. Aucun engagement ni aucun nombre minimum de repas n'est requis. Vous pouvez donc commander ce que vous souhaitez quand vous le souhaitez. Et c'est aujourd'hui à votre tour de découvrir tous les avantages que HelloFresh a à vous offrir, et ce en vous rendant sur le lien que vous allez trouver dans la description, accompagné du code qui apparaît actuellement sur votre écran et qui va vous permettre de bénéficier de 20 repas gratuits. Vous avez bien entendu, 20 repas gratuits. Merci encore à HelloFresh de sponsoriser notre vidéo du jour et maintenant, place à notre affaire. Vous pouvez dès à présent vous installer bien confortablement car on va commencer. Roy C. Gutfinski Jr. est né en 1980 à Pittston, dans l'État du Maine, aux États-Unis, où il grandit aux côtés de ses parents Roy et Trina Gutfinski et de ses deux sœurs Brianna et Erin. Dans son enfance, Roy est décrit comme étant un enfant plutôt turbulent et ayant beaucoup de mal à respecter l'autorité. Pour cela, il va avoir de nombreux ennuis à plusieurs reprises. Mais c'est à l'âge de 13 ans qu'il se fait arrêter pour la première fois, après qu'un couteau d'assaut n'ait été retrouvé sur lui. Il se retrouve alors enfermé dans un centre correctionnel pour mineurs, où d'autres condamnés vont le décrire comme quelqu'un qui n'en a rien à faire du tout d'être derrière les barreaux, et que cette situation semblait le faire plus rire qu'autre chose. Et ceci n'est que le début d'une longue série de crimes. Son adolescence est notamment marquée par la violence, les crimes, la drogue et l'occulte, car Roy a toujours eu une fascination pour Satan, la magie noire et tout ce qui s'ensuit. En 1999, Roy est âgé de 20 ans et joue au sein d'un groupe de métal qui s'appelle Death Hall, dans lequel il se trouve être le chanteur principal et se fait appeler Trash, que l'on peut littéralement traduire par détritus. Il est aussi en couple avec une adolescente de 17 ans du nom de Dean Jones. Dean est à l'époque très influençable et malgré le fait qu'elle soit elle-même intriguée par le satanisme et arbore un style gothique très prononcé, autant dire que sa relation avec Roy n'a fait qu'amplifier cela. Le couple se retrouve la même année arrêté pour avoir agressé une jeune fille de 16 ans dans un motel pour assouvir un sacrifice. Ils ont tous les deux attiré une adolescente qui se trouvait être une amie de Dean jusqu'à un motel de la ville. Sur place, la jeune femme s'attendait à faire la fête avec le couple, mais a été plutôt surprise de voir Roy sortir de sa poche une lame de rasoir. Le jeune homme a ensuite attrapé l'adolescente et lui a fait une énorme entaille dans le dos.
Sa petite amie et lui se sont ensuite mis à boire le sang de leur victime tout en s'embrassant langoureusement, affirmant qu'il s'agissait là d'un rituel satanique. Je tiens à faire une petite pause juste pour rappeler que dans les affaires que je traite sur ma chaîne, les personnes qui se vouent à la religion du satanisme généralement sont peinturées comme des êtres absolument abominables, qui font des sacrifices humains, qui torturent des animaux, qui boivent le sang des uns des autres tels des vampires. Mais bien évidemment, ceci ne doit pas généraliser les personnes se vouant à cette religion qui ne sont pas tous des monstres sanguinaires, tout comme toutes les personnes qui croient en Dieu ne font pas partie d'une secte. Je tiens à le rappeler, c'est assez important. Retour à Roy. À la suite de l'agression sur la jeune fille, la victime a été capable de s'enfuir de la chambre d'hôtel pour se rendre jusqu'à l'hôpital le plus proche. Et sachez que sur place, il va lui falloir pas moins de 30 points de suture pour pouvoir recoudre sa blessure tellement cette dernière était profonde. Roy est bien évidemment arrêté et lors de son procès, il affirme au juge être un vampire et boire aussi bien son propre sang que celui d'autres personnes. Il ajoute être un adorateur de Satan et ne faire tout cela que pour le servir. Roy, tout comme sa petite amie, a été reconnu coupable de conduite imprudente et a reçu pour cela un total de 10 ans derrière les barreaux, mais va être libéré après seulement 7 ans et demi. Et ce, malgré la contre-indication du juge l'ayant envoyé derrière les barreaux, car ce dernier a affirmé que Roy devrait servir sa sentence au complet, ajoutant que l'homme semble être un véritable danger pour la société et que ce dernier lui a confié s'être fait dire dans sa jeunesse qu'il était quelqu'un de maléfique, un véritable psychopathe, et qu'il y avait d'ailleurs de fortes chances pour qu'il devienne un jour un tueur en série. Ce qui a très fortement marqué le juge car il se souvient très bien du regard et du sourire très malsain de Roy lorsqu'il a prononcé ces mots, comme s'il semblait en être fier. Il sort donc de prison et se retrouve en probation pour un total de 4 ans à la suite de cela. Mais quelques mois seulement après sa libération, il est de nouveau arrêté, et cette fois-ci pour possession de drogue et enlèvement, et ce après avoir détenu 2 stripteaseuses d'une boîte de nuit locale contre leur gré dans une chambre d'hôtel. Les stripteaseuses ont été capables de contacter elles-mêmes la police depuis la salle de bain du motel, mais finalement à l'arrivée des policiers ont décidé de se rétracter et de ne pas porter plainte contre Roy. Mais je vous rappelle aussi que ce jour-là, Roy se trouvait en possession d'une très grande quantité de drogue, ce qui va être le motif de son renvoi en prison pour un total de 3 ans. C'est durant l'année 2008 et alors qu'il se trouve toujours derrière les barreaux que Roy Gutfinski va officiellement changer de nom, et ce après avoir tenté de le faire déjà à plusieurs reprises, pour devenir Caius Domitius Veiovis. Il explique que les noms de Caius et Domitius lui ont été inspirés par les empereurs romains Néro et Caligula et avoir pris le nom Veiovis d'un démon de la civilisation étrusque. Certaines personnes pensent que le nom de Caius lui aurait été inspiré de la saga Twilight dans laquelle l'un des vampires porte ce nom. Et Roy, ayant lui-même par le passé affirmé être un vampire, aurait donc pu s'inspirer de ce personnage. Ce qu'il va totalement nier, affirmant ne jamais avoir été inspiré par ce film, et trouver même cela plutôt offensant que certaines personnes pensent le contraire. Pour ça, j'avoue que je peux le comprendre. En février 2010, il est finalement libéré, et vous l'imaginez bien, si on est ensemble aujourd'hui, c'est parce que Caius ne s'est malheureusement pas remis en question et rangé du bon côté, bien au contraire. À partir de maintenant d'ailleurs et jusqu'à la fin de la vidéo, sachez que je vais utiliser son nouveau nom qui se trouve donc être Caius. Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour que la police n'entende de nouveau parler de l'homme, car seulement 14 mois après sa libération, Caius se retrouve impliqué dans un triple homicide. Et lors de son arrestation, ce ne sont pas les actes qu'il a commis qui vont le plus choquer, mais son apparence physique. Durant ces quelques mois en liberté, Caius a apporté des changements drastiques à son apparence physique, en se faisant tatouer une partie du corps et du visage, et en arborant au milieu du front le fameux 666, soit le nombre de la bête associé au diable et à l'apocalypse. Il se fait aussi des implants donnant l'impression de cornes, et en fait de même à ses oreilles, leur donnant un aspect pointu. Il se perce aussi le nez au septum, arborant un piercing plutôt imposant. Il va même aller jusqu'à se faire limer les dents pour leur donner un aspect pointu, ressemblant presque à des dents d'animal, et se faire couper la langue en 2. Personne ne s'attendait à un changement tel que celui-là, et surtout aussi rapide. Un site internet d'ailleurs du nom de Smoking Gun, qui a pour habitude de partager les mugshots de criminels peu ordinaires, s'est tout de suite emparé de l'image et en a fait un article titré «
Voici le mugshot le plus terrifiant d'un condamné pour meurtre que vous verrez aujourd'hui, accompagné de cette photo qui parle pour elle-même. Et la raison de son arrestation se trouve être le fait qu'en août 2011, 3 corps ont été retrouvés à quelques kilomètres seulement de la ville de Pittsfield, toujours dans le Maine, ville d'ailleurs où Caius a trouvé résidence à sa sortie de prison. Les victimes ont été identifiées comme étant David Glasser, âgé de 44 ans, Edward Frampton, 58 ans, et Robert Shadwell, 47 ans. Et Caius n'a pas agi seul, car à ses côtés se trouvait Adam Lee Hall, un homme âgé de 37 ans et originaire du Pérou, David Chalut, âgé de 47 ans venant de la ville de North Adam dans le Maine, ainsi que David Casey, un homme de 55 ans originaire de Canaan, une ville dans l'État de New York. David, Edward et Robert ont apparemment été kidnappés le 28 août 2011 par Caius et ses confrères, et ce alors que les victimes se trouvaient tout ensemble au domicile que David et Edward partageaient. Caius et ses 3 amis ont alors déboulé chez eux et après leur avoir braqué une arme sur la tempe, leur ont ordonné de sortir de l'appartement et de monter à bord de leur véhicule. Les victimes ont été attirées dans une zone boisée où ils ont été torturés durant de longues minutes avant de n'être tués d'une balle en pleine tête et de coups de couteau. Caius et sa bande ne se sont pas attaqués à Edward, David et Robert par hasard. Il y a une explication derrière cela. Adam Lee Hall et Caius se sont rencontrés alors qu'ils étaient tous les deux en prison. Ils ont très vite sympathisé et Adam a expliqué à Caius la raison pour laquelle il se trouvait là. Adam était un membre des Hells Angels, un club de motards connu à travers le monde pour leur relation étroite avec le crime. Durant l'année 2009, David Glasser et Adam ont eu un désaccord, menant Adam à massacrer David à coups de batte de baseball. Heureusement, l'homme a survécu à l'attaque, mais est ressorti avec de nombreuses blessures, et à la suite de cela a porté plainte contre Adam. Adam s'est alors retrouvé en probation dans l'attente de son procès ayant lieu à la fin de l'année 2011. Et il était tout à fait hors de question pour lui de laisser le procès avoir lieu, car il savait très bien que David allait être présent et allait témoigner contre lui, que les jurés prendraient son parti et qu'Adam passerait de très longues années derrière les barreaux. Et c'est alors que Adam et Caius ont élaboré leur petit plan pour pouvoir faire taire David à tout jamais. Caius a toujours rêvé de rejoindre les Hells Angels et il espère bien qu'en aidant Adam, ce dernier le ferait rentrer au sein du club. Après avoir contacté des amis pour leur venir en aide dans leur plan tordu, les 4 hommes se sont mis en route jusqu'au domicile de David pour mettre fin à ses jours, mais ont eu la surprise de le trouver accompagné de son colocataire et de leur ami. Et il ne leur a pas fallu longtemps avant de prendre la décision d'éliminer les 3 hommes pour s'assurer qu'il ne resterait aucun témoin. Lorsqu'ils se sont retrouvés dans la forêt, prêts à assassiner leur victime, Adam a affirmé vouloir lui-même mettre fin au jour de David. Mais lorsqu'il a tenté de lui tirer une balle en pleine tête, son arme à feu n'a pas fonctionné et David a pris avantage de la situation pour tenter de s'enfuir. Mais malheureusement pour lui, l'un de ses agresseurs a eu le réflexe de lui tirer dessus et a donc été capable de le rattraper. David était à ce moment-là toujours en vie et a été ramené jusqu'à Adam. Il a alors supplié Adam de bien vouloir l'épargner et a affirmé qu'il n'irait jamais témoigner contre lui si ce dernier acceptait de lui laisser la vie sauve. Ce qui a apparemment bien fait rire Adam, qui lui a alors tiré une balle en pleine tête, lui ôtant la vie. Les assassins ont ensuite procédé à démembrer les corps et Adam a voulu se charger lui-même de celui de David, en commençant par le décapiter. Il se serait ensuite promené la tête de l'homme entre les mains, riant de la situation tout en répétant à quel point David était laid, sans ses dents et sans son corps. Et pendant ce temps, Caius et David découpaient les corps des 2 autres victimes. Il va être prouvé plus tard que Edward et Robert n'étaient pas encore totalement morts lorsque leurs assassins ont procédé à la découpe de leurs membres, ce qui signifie qu'ils ont ressenti absolument tout ce qu'on était en train de leur infliger, ce qui est absolument inimaginable. Une fois leur travail achevé, les 4 amis se sont dirigés vers la ville de Beckett, située à environ 20 km de Pittsfield, où ils ont enterré ce qui restait des corps de leurs 3 victimes. Caius connaissait un homme possédant un terrain vide dans la ville, il a donc profité de l'absence de l'homme pour s'y rendre, y creuser un trou très profond, y jeter les morceaux de corps alors emballés dans des sacs plastiques et reboucher le trou. Les 3 hommes ont ensuite prié très fort pour que les preuves de leur crime ne soient jamais découvertes. Le triple homicide a cependant eu lieu en plein passage de l'ouragan Irene sur l'état du Maine, et donc en plein milieu de la panique générale des habitants de Pittsfield.
Tout le monde courait alors dans les magasins pour s'approvisionner, dans le doute où ils ne devraient rester enfermés chez eux durant plusieurs jours. Mais en plus des supermarchés, ce sont aussi les magasins de bricolage qui se sont vus pris d'assaut, car tout le monde voulait tenter de protéger sa maison du mieux possible, ne sachant pas quelle serait la puissance de l'ouragan. Et c'est ainsi que 2 jours avant les meurtres, un vendeur de Home Depot se souvient tout particulièrement avoir croisé le chemin d'un client au physique plutôt particulier, étant venu pour acheter une hache. L'homme en question avait des tatouages sur le visage, les cheveux longs et des implants ressemblant à des cornes sur le front. Bravo, vous avez bien suivi, il s'agissait bien là de Caius. Près de 10 jours après la disparition des 3 hommes, les policiers vont finir par découvrir les corps de ces derniers dans la propriété privée où ils ont été enterrés. Et malgré le fait qu'il n'ait pas le moindre indice sur l'identité du ou des tueurs, la première personne leur venant à l'esprit n'est autre qu'Adam Lee Hall. Et ce, en premier lieu, de par l'altercation entre Adam et David 2 ans auparavant, mais aussi car ils étaient bien au courant que David était supposé passer devant le juge lors du procès d'Adam dans les semaines à venir, chose qu'Adam redoutait tout particulièrement. Et l'équipe de police de Pittsville se souvient d'ailleurs avoir reçu à l'époque plusieurs appels téléphoniques de la part de David, qui était absolument terrifié par Adam et qui redoutait que ce dernier ne revienne à la charge et ne tente de le tuer. David avait même demandé à l'époque s'il lui était possible d'avoir une protection policière en tout temps, ce qui lui avait été refusé. D'autant plus ce même jour, alors que les policiers se trouvaient à l'endroit exact où les corps ont été retrouvés, une Jeep a été vue approchant de la scène de crime. Mais à la vue des voitures de police, le conducteur a immédiatement fait demi-tour, ce que les officiers ont trouvé plutôt étrange. Les policiers ont alors discrètement suivi le véhicule, qui a fini par s'arrêter à une station essence pour faire le plein. Caius a alors mis de l'essence, tandis qu'Adam et David sont restés à bord du véhicule. L'un des policiers s'est alors avancé vers Caius pour lui demander son nom, ce à quoi il n'a fait que répondre « Je suis avec lui » en pointant du doigt Adam. Le policier a pris quelques photos des 3 hommes et a procédé à une fouille, aussi bien sur eux qu'à l'intérieur de la Jeep. Seul un couteau et un cutter vont être retrouvés dans la poche de Caius, mais rien de suffisant pour prouver leur implication dans quoi que ce soit. Mais avec toutes ces coïncidences plus qu'étranges s'alignant les unes après les autres, Adam est finalement interpellé par la police et questionné. Lors de son interrogatoire, les policiers réalisent très vite qu'il en sait bien plus qu'il ne le laisse paraître et qu'il a très probablement agi avec des complices. Et à force de le faire parler, les noms de David et de Caius vont enfin finir par sortir. Les 2 hommes sont donc à leur tour arrêtés et le 4e complice, David Casey, va de lui-même se livrer à la police, affirmant savoir où se trouvent les corps, mais assurant ne pas avoir participé au meurtre. D'après lui, il s'est contenté de conduire la voiture transportant les corps depuis l'endroit où les meurtres ont eu lieu jusqu'à l'endroit où ils ont été enterrés. Il ajoute qu'Adam a menacé de tuer sa sœur ainsi que le petit ami de cette dernière s'il n'acceptait pas de conduire le véhicule et d'aider les 3 hommes, ce qui serait la raison pour laquelle il n'a eu d'autre choix que d'accepter. Il ne va pas être jugé pour homicide, mais pour son implication dans les meurtres pour lesquels il plaide coupable et reçoit 3 chefs d'accusation pour complicité de meurtre, enlèvement et intimidation d'un témoin. Il est alors condamné à 2 ans et demi derrière les barreaux, mais a été libéré sur la foi de son engagement personnel, ce qui signifie qu'il y a certaines conditions auxquelles il doit se plier, mais il est néanmoins totalement libre. La police va alors décider de le mettre sous protection policière durant plusieurs mois, et ce jusqu'à ce que les 3 hommes responsables des meurtres ne soient finalement jugés et placés derrière les barreaux, car ils ne veulent tout simplement pas reproduire la même erreur qu'avec David. Et c'est finalement en janvier 2014 que les procès d'Adam et de David vont avoir lieu. En février 2014, Adam va être le premier à être officiellement condamné et reçoit 3 chefs d'accusation pour meurtre au 1er degré, 3 chefs d'accusation pour intimidation d'un témoin et 3 chefs d'accusation pour kidnapping. Il est alors condamné à 3 condamnations à perpétuité consécutives sans la moindre possibilité de libération conditionnelle. 3 mois plus tard, c'est au tour de David Chalut de passer devant le juge. Et il reçoit à son tour une condamnation à perpétuité sans la possibilité de libération conditionnelle. Puis vient le tour de Caius Veiovis le 3 septembre de la même année. L'avocat de Caius va demander lors de la première audience au juré de bien vouloir avoir l'esprit ouvert et de ne surtout pas juger Caius pour son apparence physique, mais plutôt sur les faits, car durant les mois précédant son jugement, les journaux à sensation n'ont cessé de partager sa photo pour tenter de créer la panique au sein des habitants du Maine, affirmant que le diable en personne vivait parmi eux. Ce qui n'est pas faux,
mais seulement dû aux actes absolument terribles qu'il a commis et pas à son apparence physique. Durant le procès, de nombreux indices sont présentés aux jurés, tels qu'une série de photographies retrouvées dans l'appartement de Caius, où on peut voir de nombreuses armes telles qu'une machette, une hache, plusieurs couteaux et j'en passe. Une affiche ayant été retrouvée dans sa chambre a elle aussi été présentée devant le juge. Cette dernière représente un squelette humain et se trouve être un diagramme présentant plusieurs moyens de dissection d'un corps humain. Et c'est finalement le 26 septembre 2014 que Caius Veiovis reçoit sa sentence, qui se trouve être exactement la même que son ami et codétenu Adam, soit 3 condamnations à perpétuité consécutives sans la moindre possibilité de libération conditionnelle, avec lui aussi 3 chefs d'accusation pour kidnapping, intimidation d'un témoin et meurtre au premier degré. Et durant le procès, Caius va lire une lettre écrite par ses soins qui dit, et je cite, « Je souhaite exprimer mes plus sincères condoléances aux familles impliquées dans cette affaire tragique, et je souhaite ajouter aussi que les personnes ayant été tuées ne sont pas les seules victimes dans cette affaire. Je n'ai jamais été impliquée dans ces terribles meurtres, je n'ai rien à me reprocher. » Et ces derniers mots, avant d'être placés derrière les barreaux, sont « Je vous reverrai tous en enfer ». Et il continue à ce jour à clamer son innocence depuis sa cellule, mais malgré cela, il y a de fortes chances pour que Caius ne revoie jamais la lumière du jour, tout comme ses 2 complices. Et voilà donc qui conclut notre affaire du jour dédiée à Caius Veiovis. J'espère avoir pu aujourd'hui vous faire découvrir ou redécouvrir cette affaire absolument horrible. Si ça n'a pas encore été fait, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Vous n'imaginez pas la différence que ces 3 petites actions peuvent faire. Un énorme merci encore à HelloFresh d'avoir sponsorisé notre vidéo du jour et n'oubliez pas d'utiliser le code qui apparaît actuellement sur votre écran pour pouvoir bénéficier d'une offre allant jusqu'à 20 repas gratuits. Et ce, en utilisant le lien que vous trouverez dans la description. Merci comme toujours d'avoir été présent et je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!